Merci et bonsoir à tous. Je vais essayer d'être rapide, ça commence à être assez tard. Et je vais rejoindre pas mal de propos des prédécesseurs, donc voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer comment on peut collaborer avec nos éleveurs en tant que vétérinaires pour essayer de réduire l'utilisation des antibiotiques. Voilà. Donc voilà, je me présente plus. Donc je travaille chez Galuvet. Je m'occupe surtout de la partie francophone de la Belgique avec des collègues. On s'occupe aussi d'une clientèle dans le Grand-Duché du Luxembourg et dans le nord de la France. Donc comment est-ce qu'on va aborder la problématique de l'utilisation des antibiotiques en élevage? Tout d'abord, en tant que vétérinaire, il faut qu'on analyse la situation exploitation par exploitation avec nos éleveurs, donc bien identifier pour chaque exploitation quelles sont les causes de traitement, est-ce qu'il y a une récurrence ou pas. S'il y a une récurrence de ces traitements, on va essayer de voir quels sont les points critiques et comment est-ce qu'on peut les améliorer. Il n'y a pas de recette miracle applicable chez tout le monde, donc chaque bâtiment va avoir ses propres points critiques et la démarche de réduction des traitements antibiotiques va différer donc en fonction de ceux-ci. Pour revenir à ce qui a été déjà dit plusieurs fois aujourd'hui, on a un peu repris nos chiffres d'utilisation au sein du cabinet des antibiotiques pour identifier les âges plus à risque. Donc on voit assez rapidement que la problématique du démarrage des poussins et la phase 3-4 semaines d'âge restent les phases critiques en élevage. Si on s'intéresse aux indications de traitement pendant ces phases-là, on peut voir que les problèmes qu'on rencontre le plus souvent dans nos indications de traitement, ce sont les infections liées au démarrage des poussins, les problèmes digestifs et aussi les infections à colibacillose ou autres bactéries qui provoquent des polysérosites. C'est surtout ces trois problèmes-là qui vont nous préoccuper. Si on reprend de manière générale les points critiques majeurs, comme l'ont dit déjà Hilde et Christopher, il y a le management général des exploitations, la qualité de l'eau de boisson qui est primordiale, la santé intestinale, le démarrage des poussins et aussi les pressions virales. On n'a pas vraiment un ordre d'importance systématique des différents points, donc en fonction des exploitations, un point sera plus majeur qu'un autre, donc il est important de bien identifier ceci. Et pour vous expliquer la démarche, je suis partie de deux exemples de terrain d'éleveurs dont je m'occupe. Donc le premier, voilà, je vous présente anonymement bien sûr son rapport d'utilisation d'antibiotiques qui datait de fin 2020. Voilà, il était préoccupé parce qu'il n'était pas vraiment un utilisateur classé rouge, mais il était dans la zone jaune. Il trouvait qu'il avait quand même des traitements récurrents et il voulait mettre quelque chose en place. Donc, on a essayé d'analyser la situation et de voir ce qu'on pouvait faire pour lui. Donc, quand on regardait dans son rapport au niveau des traitements et des indications de traitement, on voyait qu'on utilisait beaucoup de tétracycline, des pénicillines un peu de lincomycine. Enfin bon, tout ça nous guidait plutôt vers un problème d'infection à colis chez lui, en plus des diagnostics mis en place. Donc vous voyez aussi qu'il avait utilisé, en tout cas au moins une fois pendant cette année, des antibiotiques classés rouges sur un lot. Donc on s'est dit, voilà, d'où viennent ces problèmes de colibacillose, et on a mis en évidence plusieurs points critiques. Tout d'abord, sur base de sérologie, on a vu qu'il avait une pression virale avec une infection de Gumboro. Et à côté de ça, on avait fait des analyses d'eau en bout de ligne et on a vu assez rapidement que la qualité d'eau de boisson, surtout au niveau bactériologique chez lui, n'était pas bonne. Donc on a mis différentes mesures en place. Donc on a modifié, ça paraît logique, le schéma de vaccination contre la maladie de Gumboro. On a investi beaucoup d'efforts sur le nettoyage et la désinfection des lignes d'eau. Et en plus de ça, pour essayer de rendre les poussins un peu moins fragiles, avoir une meilleure immunité, l'éleveur a décidé de passer en collaboration avec son couvoir et avec nous à l'éclosion en bâtiment. Donc je vais aborder les points de nettoyage d'eau de manière plus générale et l'éclosion en bâtiment aussi. Et après, on viendra sur le résultat de tout ça chez lui. Donc la qualité de l'eau de boisson, c'est vraiment quelque chose de capital. On s'en rend compte de plus en plus chaque jour. Pourquoi? Parce qu'un poulet de chair
standard, il va absorber 1,6 à 1,8 fois plus d'eau que d'aliments. Au bout de 42 jours, il aura ingéré 6 litres et demi d'eau. Donc, on se rend bien compte que le contact avec l'eau de boisson est extrêmement important et qu'il est donc important que cette eau soit de bonne qualité. Donc, comme l'a dit Hilde tout à l'heure, la problématique majeure, c'est la formation du biofilm dans les canalisations. Pour essayer de contrer ça, il y a la qualité bactériologique, ça c'est certain, mais la qualité chimique aussi de l'eau. Parce que tout ce qui est organique comme le fer ou par exemple les contaminations de manganèse dans l'eau, ça va faciliter la formation du biofilm puisque ces particules inorganiques vont se déposer dans les canalisations et aider les bactéries à s'accrocher et à créer du biofilm dans ces fameuses canalisations. Donc on doit améliorer les qualités à la fois chimiques et bactériologiques de l'eau de boisson. Moi, j'avais des petits films, je vais voir si ça marche. Oui. Donc voilà, par endoscope, on a déjà pu voir des choses assez impressionnantes. C'est pas toujours le cas, et c'était pas le cas de cet éleveur-là, mais voilà pour vous montrer un peu à quoi peut ressembler un beau biofilm dans certains bâtiments. De pouvoir le montrer de cette manière aux éleveurs, ça les permet de les sensibiliser quand même et d'essayer de les motiver à faire quelque chose. Donc voilà, je vais pas vous montrer toute la vidéo. Sur l'autre vidéo, c'est une canalisation qui est plus propre, mais si on regarde dans le détail, on voit quand même des dépôts de fer par moment. Il y a des petites taches rougeâtres. Donc voilà, là, c'est plutôt une canalisation relativement propre, mais maintenant, il faut garder à l'esprit que même si à l'œil nu, ça nous semble correct, il faut quand même toujours réaliser une analyse par un laboratoire, parce qu'on est parfois étonné qu'à l'œil nu, ça semble propre, et puis au niveau de l'analyse, c'est loin de l'être. Au niveau des démarches pour le nettoyage et la désinfection des lignes d'eau, il y a beaucoup de systèmes qui fonctionnent. Je pense qu'il faut garder à l'esprit en termes de produits qu'il faut, pour ma part, je pense qu'il faut alterner les produits, parce que c'est un peu comme l'utilisation systématique des mêmes antibiotiques. Les bactéries, les germes s'habituent. Et donc, le biofilm qui résiste à certains produits, il va devenir résistant à celui-là. Donc, en alternant différents types de produits, on arrive à casser le cycle d'adhérence des bactéries. Je trouve un grand intérêt au nettoyage mécanique des canalisations. Donc, il y a différents systèmes disponibles qui permettent d'alterner la pression d'air et pression d'eau dans les canalisations à forte pression. Et ça permet mécaniquement de décoller le biofilm et donc après d'avoir une meilleure activité des produits de désinfection qu'on peut ajouter par la suite. Bon, je vous ai mis quelques exemples. On a la désinfection UV, on a les peroxydes, les chlores. Maintenant, on a des nouveaux produits à base de probiotiques qui vont digérer les biofilms. Il y a aussi les systèmes d'électrolyse qui fonctionnent très bien. Je pense que de toute façon, plein de systèmes fonctionnent. Le plus important, c'est de bien monitorer et de bien faire des analyses avant-après de la source, du bout de ligne, et de trouver une solution efficace à long terme pour l'exploitation en fonction des... Ah, c'est bizarre, c'est revenu en arrière, c'est pas grave. De voir un peu, ce qui peut fonctionner le mieux en fonction des qualités aussi chimiques de l'eau que vous avez. Ici, juste pour la petite info, donc c'est une photo de l'intérieur de cette fameuse machine qui permet le nettoyage mécanique. Et alors, on peut voir ce qu'on a déjà pu réussir à sortir. Donc, je vous disais ici, on voit les différents types de produits qu'on peut... Je ne vois plus rien d'autre que ça, mais c'est pas grave. Les différentes choses qu'on peut retirer des lignes d'eau. Donc, on peut avoir des dépôts de sable, des dépôts de manganèse, des résidus d'antibiotiques ou simplement des algues. Mais donc, on voit bien que via le nettoyage mécanique, on arrive déjà à faire sortir une bonne partie du biofilm. Un autre point crucial donc, au niveau de cette exploitation-là qu'on a abordé, c'est on s'est intéressé donc, au démarrage des poussins pour essayer d'avoir des poussins plus résistants aux problèmes. On sait que le démarrage, comme on en a parlé tout à l'heure, est une phase cruciale. Le poids corporel des poussins va augmenter de 20% par jour les 10 premiers jours, donc c'est assez exceptionnel. Et comme l'a dit Christopher tout à l'heure, on passe d'un poussin de 40 grammes à près de 3 kilos en 6 semaines, donc le challenge est énorme.
On sait, il y a eu beaucoup d'études à ce sujet-là, que les poussins doivent manger le plus vite possible parce que le tractus digestif va se développer plus ou moins 24 heures après le premier repas. Donc il est crucial que le premier repas se fasse le plus vite possible. L'aliment est nécessaire au développement de la paroi intestinale et surtout des barrières, de la barrière intestinale. Donc entre les cellules intestinales, il y a des petites jonctions qui doivent absolument se fermer le plus vite possible pour éviter le passage des bactéries vers la circulation sanguine. C'est notamment la problématique majeure des infections entérocoques. En plus de ça, la prise de repas rapide va aussi stimuler le développement d'une flore intestinale rapidement et de qualité, et aider aussi au développement du système immunitaire. Si les poussins restent à jeun longtemps, il y a un développement de stress et les hormones qui sont libérées vont inhiber le développement du système immunitaire. Donc, en résumé, au plus tôt on les laisse manger, au plus résistants sont les poussins. Donc, dans cette exploitation, ça a été une stratégie aussi de mettre en place l'éclosion à la ferme. Donc ici, vous voyez les chiffres d'utilisation d'antibiotiques de cette exploitation. Chaque barre, c'est un lot avec sa date de mise en place. Donc on a des mises en place de janvier 2018 jusqu'à février de cette année. Donc tout ce qui se trouve à gauche de la ligne rouge, c'était les lots mis en place de manière conventionnelle, avec éclosion au couvoir. Et à droite de la ligne rouge, c'est les lots avec éclosion dans le bâtiment. Donc vous pouvez voir, au départ, on n'est pas venu, ça n'a pas été du on-off parce que conjointement à ça, on a beaucoup travaillé sur la qualité de l'eau de boisson. Par contre, on est assez content, c'est les 3 derniers lots, on n'a vraiment rien utilisé comme antibiotique dans cette exploitation-là. Donc voilà, les différentes mesures ont payé. Et donc cet éleveur a reçu ce beau rapport où il est devenu vert et on le félicitait d'être un bon éleveur. Donc voilà. Le deuxième exemple de terrain, là, c'est son rapport de début de cette année, dont je n'aurai pas le résultat déjà. Mais en début de cette année, dans cette exploitation-là, on a reçu ce rapport rouge, donc gros utilisateur d'antibiotiques. Donc on a mis en place la même démarche, on a regardé qu'est-ce qu'il utilisait et pourquoi. Ici, c'est tout à fait une autre problématique, donc on peut voir qu'il utilisait majoritairement des pénicillines et que c'était surtout des problèmes digestifs chez lui. Pardon. Au niveau des causes de ces problèmes digestifs, on a mis en évidence des problèmes de management au niveau de son exploitation. Il y avait des erreurs dans les courbes de ventilation et de température, et également une pression de coccidiose assez importante. Donc on a mis en place deux types de mesures. On a d'abord revu globalement le management général de l'exploitation, et on va mettre en place une prévention de la coccidiose par la vaccination. Au niveau du management général, on sait que la conduite d'élevage va conditionner de manière extrêmement importante la santé des animaux. N'importe quel stress, qu'il soit thermique ou autre, peut entraîner des dysbactérioses et de l'entérite, des mauvaises litières et un inconfort des animaux. Et dans cette exploitation, en fait, on s'était rendu compte qu'il y avait eu un énorme problème au niveau des courbes de température enregistrées. En fait, il ne faut pas perdre de vue que la plupart du temps, des exploitations qui fonctionnent depuis longtemps... Ah, ça va. Merci. Les exploitations qui fonctionnent depuis longtemps, on a les éleveurs qui aiment bien de temps en temps faire des petits ajustements dans leur courbe de température. Mais après une dizaine d'années, la courbe théorique de départ a été complètement modifiée et ça peut engendrer d'énormes problèmes. Donc, il ne faut pas perdre à l'esprit de revoir le management général dans l'exploitation. Aussi au niveau de la ventilation, il faut que la ventilation soit de qualité, donc il faut un renouvellement d'air suffisant, mais il faut aussi que les mouvements d'air dans les bâtiments soient appropriés. Donc je vous ai mis un petit schéma du mouvement d'air qu'on recherche la plupart du temps. Parfois on a des petites surprises au niveau des installations de matériel, donc je vous ai mis pour l'anecdote, c'est passé chez ce client-là, mais dans un bâtiment en France, j'ai essayé de régler la dépression tant bien que mal. Après 2 heures, je me dis, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas et on va voir la mesure de dépression qui est prise là dans le bâtiment, mais à l'extérieur, c'est exactement la même chose. Donc, le tuyau qui mesure la dépression arrivait dans cette petite boîte et dans la boîte, l'installateur avait mis une éponge à vaisselle.
Donc voilà, après 2 heures, quand on retire l'éponge, tout va mieux. De base théorique, je comprends l'idée, si on met une éponge naturelle bien aérée avec des trous, on comprend qu'on laisse venir l'air contre le tuyau sans qu'il y ait une influence du vent, mais là, une éponge à récurer la vaisselle, ça fonctionne moins bien. Enfin, voilà, c'est pour l'anecdote. La deuxième stratégie au niveau de cette exploitation qui va être mise en place, donc c'est la vaccination contre la coccidiose. Qu'est-ce qu'on va rechercher via cette vaccination? On va essayer de se servir de la vaccination dans la rotation avec les coccidiostatiques classiques qu'on ajoute dans les aliments. Comme on le sait, pour prévenir les coccidioses, on essaye de changer de famille de coccidiostatiques régulièrement pour ne pas que les oocytes s'habituent et deviennent résistants, mais on n'a pas une panoplie très large de familles différentes de coccidiostatiques, donc en ajoutant la vaccination dans le cycle de rotation, ça nous permettrait d'avoir une famille, entre guillemets, en plus et de pouvoir tourner, par exemple, avec 2 lots vaccinés et 5 lots en coccidiostatique classique, et de tourner ainsi de cette façon-là pour les élevages vraiment à grosses problématiques. On recherche aussi par la vaccination à ensemencer les bâtiments avec des souches vaccinales qui sont, elles, très sensibles aux coccidiostatiques classiques. Donc, quand on va revenir sur un schéma de coccidiostatique ordinaire, on aura une meilleure stabilisation des problèmes de coccidiose et un meilleur contrôle des lésions dans les bâtiments. Je vous ai mis ici une étude qui a été faite dans le cabinet sur 133 lots vaccinés pour vous montrer un peu, parce qu'il y a un peu un mythe autour de la vaccination coccidiose qui dit que ça coûte beaucoup d'argent, qu'en plus on perd en performance technique pendant la vaccination. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui se conduit facilement, on doit un peu monitorer. Mais voilà, je voulais vous montrer ici en termes d'indice de conversion alimentaire. Vous avez les trois histogrammes. Donc le premier, c'est l'indice moyen avant vaccination. Le deuxième, c'est l'indice pendant la vaccination. Donc on voit que ça ne se détériore pas, ça a déjà tendance à s'améliorer. Et post-vaccination, donc ça veut dire après les lots vaccinés, retour au coccidostatique classique, on voit une très belle amélioration des indices de conversion alimentaire. La courbe orange, c'est l'utilisation et le coût en antibiotiques. On voit aussi l'effet assez marqué sur l'utilisation des antibiotiques. Donc ça reste une stratégie intéressante dans des bâtiments qui ont ce genre de problème. Donc voilà, ici pour cette exploitation, je n'ai pas le rapport, la suite des rapports puisque c'est assez récent. Mais donc voilà quelques exemples pour vous montrer quelques pistes de collaboration entre vétérinaires et éleveurs pour avancer et collaborer à la diminution des antibiotiques. Je suis disponible pour les questions.